Hello hello, ça y est, nouvelle vidéo et je peux faire ma youtubeuse et dire que c'est une vidéo un peu particulière. Parce que là ce qu'on va faire c'est que je vais préparer mon sac et on va partir rejoindre Johan avec un J sur les réseaux sociaux, pour filmer une sorte de format podcast un petit peu où on va juste discuter pendant des heures. On va parler de Bali, de voyage, de relations en voyage, de santé mentale, tout ça. De toute façon je vous laisse le timecode en bas de la vidéo si jamais il y a des sujets qui vous intéressent moins que d'autres, vous pouvez les passer. J'espère que ça va vous plaire et let's go en fait. Bali c'était pas c'était un stop pour toi, c'était une opportunité mais c'était pas ta destination de rêve. Non, Bali, je serais jamais venu là s'il n'y avait pas eu ma pote qui était pas loin en Thaïlande. Et je me suis dit, tout ce qu'on voit sur Bali, sur les réseaux et tout, bah vas-y, c'est une destination, il y a plein de voyageurs, tout le monde en parle. J'ai été confronté au fait que tu peux pas aller te balader trop en nature, tu sais. Ouais, genre sur les réseaux, c'est en Bali, la nature et tout, mais t'es dans un hôtel ou dans un resort en nature, tu peux pas aller sur un... Là, il n'y a pas le chemin de randonnée. Et surtout si jamais tu veux découvrir un endroit ou quoi, il faut payer. Bah, c'est tout payant. En vrai, c'est pas cher pour un Français, mais t'es tout le temps en train de sortir le portefeuille. C'est Instaland en fait. Les gens, ils viennent faire leurs photos et ils se barrent. Ils vont même pas profiter de la cascade, tu sais, se baigner et tout. C'est vraiment genre, poussez-vous, je prends ma photo. Et c'est full superficiel, tu vois. Mais ouais, je suis en décalage parce que les gens, en fait, au final, ils sont expats, ils sont digital nomades, ils sont en télétravail et ils restent tous là à Ubud. Et les gens, ils cherchent pas plus loin. Et moi, je suis là en mode, ils sont tous en sac à dos, ils sont tous en mode, ouais, Bali. Ils sont comme moi en fait. Ouais, Mais non, mais c'est pas un problème. Enfin, moi, je veux dire, moi j'avais l'idée de partir en étant vraiment backpackeuse avec tout ce qui allait avec, et je me retrouve à jouer le jeu du digital nomade qui je me pose dans des cafés, je fais mon montage, mais j'aime bien me prendre au jeu. Ouais, non, mais c'est cool. C'est la France au soleil et moins cher en vrai. Mais du coup, c'est pas du tout du traveling, c'est du vacationing ou c'est de l'expat. Et du coup, moi je suis en opposition parce que moi je suis avec mon sac à dos, mon sac de couchage qui attend d'aller en montagne. Et il y a nulle part où tu peux aller t'aventurer en nature, tu vois. C'est vrai que Bali c'était une destination de voyage. Alors ouais. Bah ouais. Parce qu'en fait, moi je pars tout le temps sans prendre d'infos. Ouais, mais justement, le fait de voir partout sur Insta et tout, tu t'es pas dit que. Mais le truc, c'est que c'est ça le piège, c'est que sur Insta, les gens ils montrent. Qui semble hyper nature. Ouais, ils viennent, ils prennent des photos devant des cascades, tu les vois courir sur la plage, tu sais, ces fameux reels où ils courent tous sur la plage, ils sautent dans l'eau, ils sont sur des bateaux, ils voient des tortues. Et dans la réalité, moi je peux le faire demain, je prends des gens, je les filme et après il y a tout le monde qui filme sa clope sur le sable et en fait il n'y a pas du tout je suis pas arrivé au bon endroit, tu vois, mais je sais pas, c'est genre, c'est fake. Voilà, on va prendre une photo là, du sunset avec un arbre, mais en bas c'est une déchetterie, tu vois, il y a des poules qui mangent des canettes de soda et du plastique. Ouais. Et ça, par exemple, personne ne montre, le fait que ce soit hyper pollué et qu'en plus, nous, on participe à ça parce qu'il y a c'est saturé, en vrai, il y a trop de population. On pourrait dire, ouais, en vrai, c'est une île, ils font gaffe, c'est Bali, en plus, c'est Bali. Le gouvernement, il en a rien à foutre et genre, tout est en plastique, tout est emballé, suremballé. En fait, tu sais, même moi, je me juge d'être là, c'est genre en mode, on est des digital nomades et on fout rien. On travaille, mais avec le soleil, les tropiques, et puis on mange notre café glacé. C'est ce qu'on fait là, tu sais, genre on est en train de se filmer deux personnes qui racontent leur vie à Bali, et c'est ce qu'on voit partout sur les réseaux, tu sais, genre pourquoi Bali, blablabla. En fait, là, je viens de le vivre pendant 10 jours, et c'est ok de faire ça. Mais c'est juste, moi, je jugeais parce que j'étais en mode, mais attends, on m'a vendu un voyage, on m'a vendu du rêve, on m'a vendu des cascades, il n'y a rien de tout ça. Rien que là, on parle de Ubud, et qu'encore, c'est un peu plus méditation, spiritualité. Voilà, Canggu, genre Canggu c'est Saint-Tropez et c'est beach club sur beach club, c'est genre vraiment. Ça n'a rien de baliné, c'est même pas beau. Genre les plages sont éclatées, t'as aucune verdure, t'as même pas de trottoir pour marcher. Au bout, t'as quand même des rizières, des petits paysages comme ça qui sont sympas. Et Canggu, tout le monde est là-bas. Moi j'ai commencé par là-bas parce que je voulais pas avoir une trop grosse. Je voulais m'adapter doucement, tu vois. Ouais. Mais genre j'y ai passé 2 semaines et je me suis fait chier à mourir. Mais parce que je m'y suis pas prise au jeu aussi, parce qu'il y en a plein qui trouvent leur compte, parce qu'ils font des soirées, ils adorent se payer des super bons restos. Mais pour moi tu peux faire ça à Paris quoi. Et en vrai ça rejoint le truc qu'on disait, c'est que quand t'arrives en voyage, il faut se faire des amis, il faut ouvrir son champ des possibles et saisir les opportunités. Et c'est même le problème qui se pose là au bout, c'est que si tu mets pas les applications de rencontre et que tu fais pas d'activité touristique, comment tu rencontres des gens, tu vois? Moi j'ai rencontré des gens, après c'est plus les Indonésiens qui sont venus vers moi, juste de se balader ou quoi, de dire bonjour à quelqu'un, généralement moi ici j'ai rencontré du monde. Moi du coup je découvre le voyage. Ouais.
Et du coup, je suis hyper étonnée de voir à quel point les gens sont dans un mood où la rencontre est hyper facile. Pour moi, tout est hyper facile, que ce soit parce que je pouvais avoir des angoisses en France de, je sais pas, sortir à un endroit que je connaissais pas, etc. Ici, je trouve que tout est vachement plus simple. Genre, t'as moins de prise de tête, les gens sont aussi moins prises de tête, donc ils discutent avec toi, y a pas de problème et tout. En plus, les Indonésiens, ils sont hyper nice. Non, ouais, ils sont super gentils. Moi, je découvre tout ça, du coup, genre, je suis vraiment en émerveillement devant la gentillesse des gens, alors que je suis habituée aux Parisiens. Et là, tu parles que des balinais ou aussi des voyageurs, du coup? La majorité des voyageurs que j'ai rencontrés, c'était via application de rencontre. Ouais. J'en ai rencontré 2 hors appli. Il y a ce truc, comme ça part d'une appli, c'est dur de se faire des potes aussi. Parce que moi, je suis partie sur le truc de Tinder, ça va être pour faire des rencontres de manière générale. Ouais. Et en fait, les gens sont restés sur Tinder, c'est pour faire des rencontres. Parce que aussi, il y a peu de voyageurs solo ici. Enfin, la majorité des gens que j'ai rencontrés, ils sont en groupe. Et du coup, quand ils rencontrent des gens sur les applis de rencontre, c'est pas pour faire potes. Mais il y a un vrai truc sur les mecs, par contre. Les mecs voyagent beaucoup plus en groupe que les meufs. Et même en général, en solo traveling, il y a beaucoup plus de meufs qui passent le pas, justement. Ah ouais? Les mecs, ils vont beaucoup plus partir entre potes en étant, je pense, rassurés un peu. J'avais pas du tout cette vision-là, parce que pour moi, genre en tant que meuf, c'est vachement plus dangereux de faire du solo travel. Du coup, je pensais qu'il y aurait plus de mecs. Un mec, ça se pose pas autant de questions, tu vois. Du coup, c'est plus en mode, vas-y, je vais choper un pote et on va partir ensemble. Et je pense que c'est un peu un moyen de se rassurer ou de. Un mec tout seul, je pense, ça a beaucoup peur du regard de l'autre. Hein. Vous êtes beaucoup plus indépendante pour moi et à régler vos problèmes, tu vois, de regard des autres ou de justement vos peurs de voyager seul. Alors qu'un mec, ça va plus être en mode prends la facilité, on part. Ouais, je préfère partir avec mes potes plutôt que de chercher à me dépasser et à partir solo. Exactement, et j'ai beaucoup de gens moi qui me contactent avec ce que je fais et tout, et à chaque fois le message d'un mec ça va être soit il me propose à moi de faire un truc, soit c'est la phrase j'aimerais trop faire comme toi, mais j'attends mon cousin ou j'attends mon pote, on part l'année prochaine. Et plein de gens que je connais en France sont en mode ouais, tu pars comme ça à Bali d'un coup, j'aurais trop aimé te rejoindre, mais non frère, prends l'avion tout seul et tu verras. Ouais, il y a moins de mecs qui se dépassent que de meufs, je pense, en vrai. Parce que, on cherche à avoir des trucs que les mecs ont peut-être de base, sociétalement parlant. Tu vois, genre ce truc d'indépendance, etc. Moi, je sais que c'est par le voyage que je veux l'atteindre aussi. Moi, mon goal de vie, genre, c'est d'être autonome et indépendante de toutes les manières possibles. Ok. Et parce que là, t'es pas indépendante, genre? T'as de l'indépendance financière, t'as de l'indépendance émotionnelle, et moi, c'était l'indépendance émotionnelle où j'étais beaucoup liée à mes potes ou des choses comme ça. J'avais besoin de prendre de la distance pour me prouver que oui, je suis capable de partir seule. Et je pense que nous, on est plus à la recherche de ça parce que quotidiennement, on ressent beaucoup moins qu'on est autonome et qu'on est indépendant que les hommes. Enfin, c'est l'explication que je pourrais... J'avais lu un livre un peu, ça parlait de ça, de plus la femme elle est dans des dépendances un peu émotionnelles, dans des corps de souffrance et dans des trucs où c'est compliqué à gérer le côté plus être, alors que le mec c'est plus avoir, tu vois. Et ça rejoint un peu à ce qu'on disait, c'est que le mec, tout quitter son confort de vie, ou peut-être l'apparence qu'il a, ou sa position, tu vois, sociétale, ou dans son cercle d'amis, pour partir un an à l'étranger, peut-être qu'il va moins laisser place à l'inconnu et à la nouveauté, tu vois. Il y a clairement aussi le truc du... l'homme, enfin c'est ce qu'on disait, mais se pose beaucoup moins de questions sur lui-même. Pour moi, les femmes, elles sont toujours en recherche d'introspection, de trucs un peu plus profonds, alors que les hommes, on leur apprend plus à chill, tu vois, à pas se poser de questions, à faire leur vie, et puis basta. En vrai, je pense que c'est même pas on leur apprend à chill, mais on leur a jamais appris à leur présenter l'opportunité qu'ils pouvaient exprimer leurs émotions, tu vois. Même moi, tu vois, qui suis un peu sensible et tout, genre c'est... Des fois, t'es dans des situations, t'es en mode... Moi, je suis bloqué alors que y a juste à dire les choses là et je suis vraiment bloqué. Je me dis moi au stade où j'en suis de pas avoir peur, tu vois, qu'on me juge ou de j'étais élevé avec ma mère, mon frère, on parlait beaucoup, tu vois. Je m'ouvre à ma sensibilité, je me dis il y a des mecs mais ils doivent avoir un problème en couple, ils en parlent pas, tu sais, genre. Ah oui, clairement. Et plein de trucs là même quand on parlait sur la sexualité ou sur le fait de des fois oser dire non à ta partenaire, genre on n'apprend pas ça, un mec, c'est genre ta meuf elle a envie, tu couches, c'est tout. Et je pense même dans l'inconscient général, un mec il va jamais se dire est-ce que j'ai vraiment envie de coucher avec ma meuf là. C'est juste j'ai l'opportunité qui se présente, du coup je fonce quoi. Et sans réfléchir à ça, c'est juste un mécanisme naturel, tu vois. Apprendre à dire non, c'est un débat qu'on entend de plus en plus pour les femmes et pour les hommes. J'en ai jamais entendu parler. Et c'est vrai que moi-même, je me suis jamais posé la question, donc je partais du principe c'est toujours plus ou moins ok, tu vois. Mais c'est ça en vrai. Moi je découvre que non, tu vois. Des fois je dû me forcer un peu, genre. Ou se dire en vrai c'est pas un mauvais moment à passer, du coup je vais faire un effort. Et il a vraiment fallu que j'ai ce truc où j'ai rencontré une italienne cet été quand j'étais en van life, où c'était vraiment tout était abusé, genre elle me sautait dessus, j'étais à la troisième personne, je me voyais me faire manger, tu sais, j'étais en mode comment je lui dis que j'ai pas du tout envie là, c'est déjà trop engagé, tu sais. C'est trop tard,
C'est horrible hyper à dire, délicat, mais je pense que vous l'avez déjà vécu les femmes. C'est trop tard pour dire non en fait. C'était déjà, il n'y a pas de c'est trop tard. Non, c'est pas trop c'est tard. déjà trop avancé. Oui, c'est délicat, on va dire plus que c'est trop tard. Ouais. Ouais, de step in et de dire ben non, en fait, stop. Ouais. Alors que l'autre, il est à fond dans son truc, c'est vraiment genre briser un truc. Ah ouais, vois, clairement. genre, Et puis t'as pas envie que l'autre se sente mal, mais c'est. Ouais, mais du coup, c'est toi qui peux te sentir mal. Bah clairement, si tu te respectes pas toi, tu respectes pas tes limites. Elle me plaisait, mais j'étais en mode c'est pas le bon soir. Déjà c'était le premier soir, et je préfère largement que là on chill, on regarde les étoiles et on parle plutôt qu'on fasse ça, tu vois. Et au final, je l'ai fait en étant complètement dissocié de ma personnalité, parce que j'étais en mode, dans ma tête, j'étais en mode j'ai pas envie, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie, oui mais je suis en érection, oui mais. J'ai déjà parlé des meufs qui ont vécu ça. Je pense qu'il y a plein de meufs qui ont déjà couché avec leur mec alors qu'elles avaient pas envie, tu vois. Franchement, je pense qu'il y a une grande majorité de meufs qui l'ont fait, parce qu'il y a aussi un peu ce truc de horrible à dire, mais de devoir conjugal ou de non mais ça c'est hard, mais en vrai c'est la même chose que j'ai ressenti, c'est genre t'es déjà lancé, l'autre il a envie et c'est pas un si mauvais moment imposé que ça, mais en fait au final tu t'auto disrespectes, genre Le mot viol, il est fort. non mais le viol il est fort, en mais tout quand cas, oui, tu t'écoutes tu pas. respectes pas ta propre intimité. Il y a quelqu'un qui pénètre ton intimité. Si t'avais pu dire non et t'avais eu les couilles de le dire, ça aurait été non de base, ça aurait été plié, ça aurait été. T'es sûr à 100% que c'est non, mais t'as laissé faire, tu vois. Le truc, j'ai pas osé dire non. Et le lendemain, on s'est quand même revu parce que j'ai passé une deuxième nuit en Italie et tout. Ouais. Et je dis, bah écoute, hier soir, vraiment, j'ai pas osé dire non. J'étais pas là avec toi à 100%, j'ai pas kiffé. Et je lui ai parlé de ce truc de, en vrai, tu m'as sauté dessus, tu m'as même pas demandé. Et dis-toi, dans la tête d'une meuf, elle a dit, waouh, je me suis jamais posé la question si c'était oui ou non, tu vois. Et j'ai vu une remise en question où elle était en mode, waouh, ouais, tu penses ça. C'est vrai que je me suis jamais posé la question si le mec il voulait en face. Oui, puis elle a dû aussi s'identifier à ce que tu disais, parce qu'elle a sûrement vécu avec un mec. Déjà. Ouais, et se remis en question aussi de son côté, elle, où elle s'est jamais dit elle-même, est-ce que j'ai envie avec un mec, ou est-ce que j'ai posé la question au mec, enfin dans les deux sens, tu vois. Ça t'a fait quoi de devoir lui dire, genre De devoir lui dire, c'était marqué la fin de plus jamais je fais ça, tu vois. C'était la fois trop, parce que en faisant ça, je me suis dit, mais depuis combien de temps je fais ça, tu vois. Ça fait un moment que je sais que j'ai ces trucs-là, tu vois, où vas-y, si c'est un date Tinder, ça veut dire qu'il faut qu'on le fasse, si je dors chez lui, ça veut dire qu'il faut qu'on le fasse, etc. etc. Mais j'ai toujours pas réellement réussi à changer ma vision du truc. Mais parce que moi aussi, je sais que j'ai vachement ce truc où je recherche l'approbation des hommes via le sexe. Ouais. J'arrive pas à passer l'étape du ok, maintenant je m'affirme. Et si j'en ai... Parce que aussi, j'arrive pas vraiment à savoir quand j'en ai envie ou pas. Ah ouais. Et ça, c'est horrible. Ouais. Genre, il y a des fois où, bon, ouais, c'était sympa. Mais est-ce que je l'aurais fait ou... Enfin, est-ce que j'en avais vraiment envie ou pas, tu vois. Et c'est là que c'est hyper tricky. C'est-à-dire que je suis tombée face à plein de mecs qui étaient hyper bienveillants, etc. Et qui me demandaient si j'en avais envie. Enfin, bienveillant, c'est normal. Ouais, la base. Mais genre, qui était en mode t'es sûr, etc., etc. Et j'étais en mode ouais. Mais genre moi-même je savais pas, tu vois. Ouais. Juste j'étais dans un contexte qui semblait mener à ça, donc c'était la suite logique, donc c'est ce qui se passait. T'as quand même l'air de tomber sur des mecs plutôt bien et attentionnés. Ouais. Et t'arrives quand même à te... pas... Enfin, c'est quoi? C'est pas se respecter, pas à franchir tes limites, genre. Je me pose pas la question, je crois, sur le moment. Mais en fait, on a le même truc, c'est que t'es face à une situation de tension sexuelle. Là, on parle toujours, il faut préciser, on parle avec des gens qui nous plaisent. Hein. Oui, on n'est pas en train de se forcer avec des gens qui nous plaisent pas du tout et on est en mode... Il y a quand même un feeling, il y a quand même une connexion. Et c'est ça que tu disais aussi, toi, t'as quand même besoin de la connexion de base. T'es pas... là, tu me parles de Tinder et tout, mais tu vas pas aller, bonjour, on me dit au revoir, je pars à 23h et... Non, il n'y a pas moyen. Déjà, j'ai besoin qu'il y ait une connexion déjà par message. Okay. Parce que même s'il y en a qui disent que tu peux pas la sentir, en vrai, tu peux quand même sentir s'il y a un petit jeu, s'il y a un truc, tu vois. Après, j'ai besoin d'un date dans un endroit public, un truc comme ça, déjà pour être rassurée. C'est là que je sens vraiment s'il y a le feeling ou pas. Mais la fin de la soirée, généralement, ce sera moi qui vais chez le mec ou lui qui va chez moi. Premier soir direct. Souvent, ouais. Ok, ouais. Je sais pas, dans ma tête, c'est comme ça que ça marche, je pense. Donc, faut peut-être que je déconstruise ça aussi. J'essaie d'imaginer ce que les hommes pensent. Enfin, pose la question, frère. Genre, comme ça, au moins, t'es clair avec la personne. Et tout le monde est différent. Oui, il y a plusieurs fois où je me suis dit, bah, fait chier parce que si on avait attendu un petit peu et qu'on avait fait monter un peu cette tension, etc., ça aurait pu être, ça se trouve, bien mieux. Ça se trouve, au final, j'aurais été plus claire avec moi-même et je me serais rendu compte que non, en fait, j'en ai pas forcément envie avec cette personne-là. En fait, je pense que j'accélère trop le processus et du coup, j'ai même pas le temps de me poser la question et du coup, de m'écouter. Ça laisse place à aucun romantisme, aucune tension. Ouais. Tu sais, c'est trop bien en plus de voir quelqu'un. Tu sais que t'es un petit peu, voilà, t'es un petit peu en flirt en vrai. C'est les meilleurs moments. Et c'est surtout que par exemple le premier soir, c'est pas un stade de tension
où genre t'en peux plus Ouais, et t'en grave. meurs d'envie. C'est juste genre je le fais parce que voilà, let's go, j'en ai un peu envie mais sans plus. Mais si tu fais durer le truc, genre c'est là que ça devient intéressant et c'est là que aussi vous avez plus l'opportunité de parler de ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, De ouf. que ça se passe encore mieux et tout. Ouais, je trouve que c'est de la consommation pure et dure d'être humain, dans le sens où tu te vois. Si voilà, les gens comme nous, on se pose pas de questions, on fait le premier soir ou le deuxième. Après, en fait, c'est genre, c'est direct catégorisé, avec toi on couche. Ben, on va pas faire peut-être un musée, on va pas aller faire une cascade ensemble. Ben, je sais pas, tu vois. Alors, peut-être la personne, ça aurait pu être un ami de ouf, un plan plus love ou comment j'appelle ça, un plan plus romantique sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, tu vois. Mais j'ai la même chose que toi, de l'approbation des meufs, parce que du coup. Quand t'es séduisant ou séduisante et que la personne elle te désire, bah t'es en mode on m'aime alors que pas du tout, tu vois. Genre il me connaît pas, il m'a vu une soirée. Ouais. Mais ça c'est un peu les blessures de l'âme ou les trucs un peu le livre que je lis de quand t'as des blessures d'abandon ou de trahison, tu passes par la séduction et la sexualisation pour qu'on t'apporte l'attention, tu vois. Dans ma tête, dans mon mécanisme, c'est genre je plais donc on m'aime, alors que pas du tout frère. C'est comme t'as dit, on se connaît depuis un soir et demain on peut redevenir au stade de deux inconnus et... Ça va durer un soir, je vais avoir une soirée d'approbation et en fait je vais repartir le lendemain sans rien, avec une approbation qui est... Oui, hyper éphémère au final. La personne en fait je m'en fiche qu'elle m'approuve parce que je la connais pas, est-ce que vraiment elle a de la valeur, son approbation a de la valeur? Non. Du coup quand tu dis ouais je repars le lendemain sans rien, est-ce que t'as quand même le truc où... pendant, c'est bien, genre quand même la sexualité elle est bien. Non mais oui, et en plus comme tu disais, genre je tombe quand même globalement sur des bons gars, et c'est-à-dire que généralement je les vois pas qu'un soir. Et que quand je les revois, on se fait des vrais dates, où on va au musée, on fait des trucs comme ça. Donc j'ai quand même cette chance de, même en couchant le premier soir, je suis pas catégorisée comme un objet sexuel. Ça va être des mecs qui vont quand même s'intéresser à moi au-delà de me pécho et basta, tu vois. Je pense que ce que tu dis là, il y a très peu de gens qui le vivent. Ou je sais pas, je pense que j'ai une mauvaise image, mais... Non, mais même ce que j'entends de mes potes meufs, etc., généralement ça se passe pas comme ça. La majorité du temps, c'est il a même pas voulu que je dorme chez lui, ou des bails comme ça, où moi je suis en mode, je comprends pas. Genre vraiment, est-ce que juste j'ai un instinct et je tombe sur des bons gars et tant mieux, tu vois? Tu filtres quand même un peu. Bah oui, non, mais je prends pas tout ce qui vient. C'est pour ça que je parle d'instinct, c'est qu'il y a vraiment, je pense, un truc qui est pas explicable, pas logique. Genre, je pourrais pas faire les 10 points pour pas tomber sur un charreau. Genre, c'est vraiment juste de l'ordre du ressenti et peut-être de la chance aussi. Ça a dû m'arriver 2-3 fois de tomber sur des mecs comme ça. Malheureusement, je passais à l'étape quand même supérieure parce que j'arrivais pas. Là, c'était assez clair avec moi-même que j'en avais pas envie. Mais c'est terrible. Let's go. Mais c'est. Je sais pas comment dire non. C'est ouf d'apporter autant d'importance à la vie de quelqu'un que tu viens juste de rencontrer et que tu reverras plus, quoi. C'est horrible à dire, mais dans notre société, on n'arrive pas à dire non, j'ai pas envie. Me respecter, là, c'est dire non. De manière générale, je pense qu'on a une peur du regard de l'autre et de la vie de l'autre. Enfin, toute notre personne passe par la perception des autres. T'as certains stades où c'est plus élevé. Genre moi, quand j'étais en plein dans ma période phobique sociale, c'était tellement fatigant mentalement, c'est que dès que je posais un pied dehors, j'avais l'impression que tous les regards étaient sur moi. Et j'entendais un peu... Enfin, c'est comme si j'essayais de percevoir les pensées de chaque personne, tu vois. C'est là que je me suis dit, ok, le regard de l'autre, c'est vraiment quelque chose. Là, j'en suis à un stade très élevé. J'ai envie de redescendre à la normale et j'ai même envie d'en avoir plus rien à foutre. Et j'en suis toujours pas là. Là maintenant, tu peux manger toute seule dans un resto Ça oui. Mais il y a certains trucs où je vais avoir du mal. Par exemple, la salle de sport, au début, j'avais grave du mal à y aller toute seule. Ouais, mais la salle de sport, t'as capté en y allant que... Enfin, en dépassant ces peurs de... Il y a tout le monde qui va me téma, ça va être chelou. Tout le monde s'en bat les couilles. Mais le truc, c'est que ça va dire ça à quelqu'un qui est mentalement... Enfin, quand t'es phobique sociale, c'est un trouble, tu vois. Donc, en fait, t'as la raison et t'as l'irraisonné. Et en fait, le truc, c'est que quelqu'un aura beau te prouver par A plus B que t'as pas à avoir peur, c'est le principe d'une phobie, c'est irraisonné. Le mieux, c'est que quelqu'un te prenne par la main et te montre que derrière ton voile de la peur, il y a rien. Soit d'y aller par étapes, moi j'ai commencé à la salle du coup avec une copine, je me suis rendu compte, etc. Ou soit vraiment de se jeter dans le truc, tu vois. Par exemple, le voyage, moi je flippais de ouf. Parce que ça fait longtemps que tu veux voyager. Ça fait depuis que j'ai 15 ans que je sais que je veux voyager. De base, je voulais faire Thaïlande, Cambodge, Laos et tout en backpack. Au final, je me suis dit, bon, je vais y aller plus tranquille, je vais me poser à Bali. Mais ça fait 10 ans que je veux voyager et j'ai jamais vraiment voyagé avant ça. En fait, c'est ça qui me faisait kiffer parce que j'étais quelqu'un d'introverti, j'étais quelqu'un qui avait peur du regard des autres et tout. Et je me suis dit, en fait, c'est juste en sautant dans le truc, tu vois, en allant à l'extrême, que je vais réussir à vaincre ça. Là, j'ai fait le choix de voyager pour des raisons qui étaient plus saines, on va dire. Parce que ce truc de dire, je suis introverti, je vais voyager, ça va aller mieux.
Non, Tu seras introverti même après. t'auras exactement les mêmes problèmes ici et non, le voyage ça résout pas tout, tu vois. J'ai résolu un peu mes problèmes, j'ai fait une thérapie, je suis sortie de ma zone de confort en France, etc. Ok. Et j'ai décidé de voyager là parce que j'en avais envie, c'était le bon moment, et pas pour solutionner mes problèmes, etc. Donc t'as plus ta phobie sociale déjà, enfin moins. J'ai fait 6 mois de thérapie comportementale pour ma phobie sociale. Ok. Déjà rien que ça m'a aidé de ouf. C'est genre quoi, c'est genre une psy? C'est une psy mais c'est comportemental, c'est-à-dire elle va pas te poser des questions sur ton passé, des trucs comme ça. Ok. C'est-à-dire t'as ce problème-là, par exemple, t'as peur de prendre la parole en classe parce que t'as peur de rougir. Ok. En fait, on va venir déconstruire ton comportement, remplacer tes pensées automatiques par des pensées alternatives qui seront plus saines. Ok. Et en fait, c'est vraiment quelque chose de très mécanique, très logique. Ouais, tu prends la croyance, tu la déconstruis, tu C'est la ça. remplaces par une autre. Étape par étape, situation par situation, et au bout d'un moment, c'est un truc qui va s'imprégner et qui va se faire assez Ok. naturellement. Mais du coup, rien qu'après la thérapie, c'était vachement mieux. Et après, je suis montée à Paris, j'ai fait mon stage et tout. Petit à petit, je suis sortie de ma zone de confort. Ok. Et au bout d'un moment, je me sentais prête et assez en accord avec moi-même pour voyager et pour que ça se passe bien parce que je serai dans un bon mindset, tu vois. Bah tu sais, ça me fait penser, que là je suis dans une homestay là, chez l'habitant. Donc j'ai une chambre et à côté il y a une française, mais elle est là toute la journée et j'entends, tu vois, les murs ils sont assez fins. J'entends qu'elle scrolle ou qu'elle regarde des vidéos ou qu'elle appelle des gens. Et quand je parle le matin, elle est là. Quand je rentre le soir, elle est là. Et là, cet après-midi, j'étais là, elle était là. J'avais une pote qui était allée à Bali aussi il y a 6 mois. Et je lui avais un peu demandé qu'est-ce qui se passe là-bas, pourquoi il y a autant de trucs sur les réseaux, est-ce que c'est bien. Elle m'avait dit, mais frère, j'ai rencontré que des gens perdus, en dépression, qui font semblant qu'ils ont la vie de rêve et qu'ils kiffent. Ouais. Et c'est plein de gens pas bien parce que c'est le problème dont on parlait. T'arrives à Bali et il n'y a pas cette sortie de zone de confort que moi je fais par exemple. Moi je pars en montagne et là je suis seul face à moi-même en tente dans un milieu naturel. Mais et, tu dis ça parce que t'es habitué à voyager. Moi, là, je sors de ouf de ma zone oui, de oui, confort. oui. Mais ok. Mais là, toi, en vrai, c'est ça que je disais au début, c'est que Bali, c'est pas sortir sa zone de confort. Enfin, C'est pas l'aventure. non, voilà, c'est pas l'aventure parce que, en vrai, rien que moi, je l'ai vécu, juste d'arriver dans des lieux où t'as du wifi, t'as ta chambre, ton luxe. On va pas se mentir, Bali, c'est assez luxueux. Sur ton grand lit, ta salle de bain et tout. Qu'est-ce qui fait que je vais aller m'aventurer, sortir de ma zone de confort ou faire comme en France, me mettre dans mon lit et scroller? Oui, c'est sûr que c'est simple de Et faire ça. c'est plus simple de faire ça. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui croient que je pars, ça règle tout, alors que tu auras les mêmes phobies, les mêmes soucis, et que juste le fait de prendre le billet d'avion et d'aller ailleurs, ça va te permettre de, comme tu disais là, pour la phobie, changer ta croyance. Il faut le faire pour le comprendre. T'as la pression en plus, comme je disais, ça fait 10 ans que j'attends ça, je suis en voyage, et qu'est-ce qui se passe au final? Ouais. Est-ce que ma réalité elle a changé, tu vois? Ouais, non, il faut toujours se sortir les doigts du cul. C'est pour, ça. Parce que sinon, là, tu vas rester enfermé. En plus que moi, je me rendais compte, comme j'ai dit, waouh, je peux même pas faire de randonnée, je peux même pas aller en nature, je peux même pas me baigner en rivière, c'est pollué. Qu'est-ce qui se passe? Et t'es sur ton tel et t'as vu hier, je me trouve avec des temps d'écran de 6-7 heures par jour alors que je suis en voyage. En fait, c'est que ici, t'as le choix de consommer de la bouffe occidentale, de faire des activités. Tu peux aller au ciné, tu peux vraiment avoir le même rythme de vie. Donc c'est vrai que c'est un premier choix déjà de passer le cap, de prendre l'avion, de partir. Et après, quand t'es sur place, ok, je décide d'avoir exactement le même lifestyle qu'en France et du coup, genre, je vais repartir avec rien en plus, tu vois. Juste un confort de vie en fait, ouais. Ouais, mais je veux dire, je vais pas avoir grandi. Juste, je vais avoir grandi parce que j'ai pris mon billet d'avion, j'ai fait 20 heures d'avion toute seule. Ok, je l'ai jamais fait, c'est cool. Et un peu, tu vas rencontrer des gens que tu n'aurais pas rencontrés parce qu'ils sont ici. Donc Oui. peut-être plus des étrangers ou un peu plus parler anglais, tu vois. Mais moi, j'avais vraiment cette peur de... Quand je suis partie de France, je me suis dit, c'est le voyage qui va changer ma vie. Je suis partie avec cette idée-là. Et je suis arrivée, on va dire, les 2 premières semaines, j'étais en mode waouh, j'étais en mode émerveillement total, même si j'étais à Canggu. J'avais les papillons dans le ventre, j'avais vraiment, dès que je voyais un nouveau truc, trop bien. Et petit à petit, en fait, cette émotion, elle part. Et puis en fait, là, t'es là, ouais, enfin, si je me bouge pas, je vais revenir en France exactement pareil, quoi. Ouais, c'est ça. Mais par contre, je suis grave déçue, ça tu vas peut-être pouvoir me donner ton avis, c'est que ce sentiment d'émerveillement quand tu voyages, genre est-ce que tu t'y habitues, genre même si tu changes de destination? T'abordes une addiction à la nouveauté chez moi, c'est-à-dire Ok. que vivre ces sentiments d'émerveillement en permanence, il faut tout le temps faire des nouveaux trucs, il faut tout Toutes le les temps... 2 semaines, il faut que tu bouges dans des endroits Non, mais c'est totalement même pas différents. toutes les 2 semaines, c'est tous les jours moi. Ok. Et c'est exactement la même chose qu'en France, où moi quand je me suis retrouvé dans des endroits pendant
un mois à un endroit dans une ville où je me faisais des petits tableaux en mode aujourd'hui il faut que je fasse un nouveau truc, donc peut-être que ça va être aller à la salle en vélo au lieu d'à pied, et j'avais des petites cases aussi, parler à un inconnu ou faire quelque chose de nouveau, tu vois. Et c'est ça qui fait que même en France tu peux y arriver, et qu'à l'étranger en vrai c'est juste la France avec un peu plus de facilité pour sortir de ta zone de confort, mais comme on disait, tu vas vite revenir à un truc où tu vas t'habituer. Ce que j'ai ressenti en arrivant ici, c'était vraiment quelque chose de... Genre, je saurais même pas comment le décrire, mais j'étais vraiment... tu sais, j'avais ces moments où je me posais, je regardais mon environnement qui était peut-être genre juste un café, et j'étais en mode, ok, ça y est, je suis à l'autre bout du monde. Ouais, je pense que c'était plus le fait d'avoir sauté le pas, mais du coup, je suis pas sûre que ce truc-là, je vais le... Pendant 6 mois, là, même si je vais voir des nouvelles choses et tout, je vais être émerveillée, mais je vais plus avoir ce truc de réalisation de... Ça fait 10 ans que j'en rêve, je l'ai fait. Ah ouais, bah là c'est un problème plus profond, faut genre s'émerveiller de l'instant présent et tous les jours entretenir le truc de je suis à l'autre bout du monde, c'est incroyable. Au lieu d'attendre de la destination ou de l'environnement, faire que ce soit extraordinaire, tu vois. Il y a des gens, ils sont à Paname et tous les jours ils vivent des trucs nouveaux, ils vivent leur passion, et ça peut être de l'émerveillement continu, tu vois. Ça dépend tellement de ton état d'esprit, tu vois. Moi je kiffe l'émerveillement, peut-être trop, tu vois, mais je suis dans un truc, je veux faire tout le temps des nouveaux trucs, des nouvelles expériences. Je suis un peu un yes man, tu vois, je vais dire oui à tout parce que c'est nouveau, donc au pire je perds quoi? Je perds rien parce que j'ai essayé, j'ai appris, donc ça j'ai essayé, j'aime pas. En vrai là ça fait un mois à Bali, je suis un peu dissocié, tu vois, j'aime pas forcément. Et heureusement que je l'ai fait. C'est l'expérience qui fait, je veux dire la vie, mais en vrai pour moi c'est ça, tu vois, c'est genre expérimenter toujours de nouvelles choses. Le discours qu'on est en train d'avoir là, je l'aurais entendu il y a 5 ans, je nous aurais détesté. Parce qu'on parle de partir à l'étranger, de partir à la montagne, etc. avec tellement de simplicité. Alors que, vrai. genre, tu sais, quand t'as tes problèmes et tes limites, enfin, tes supposées limites, etc. Et que nous, on en parle tellement facilement. Genre, moi, j'aurais été grave frustrée de me dire, mais fermez-la, parce que moi, j'adorerais faire ça et j'y arrive pas. Et en fait, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est que honnêtement, il faut juste passer faire le pas, et une fois que t'es dedans, quoi. En fait, c'est vraiment cette métaphore de t'es dans les gorges du Verdon et tu dois sauter dans l'eau, t'es à 20 mètres de hauteur, t'as peur, mais tu sais que tu vas pas mourir, tu vas juste sauter dans le vide. Tu sais, t'arrives et t'es là, t'es en mode vas-y, je saute direct, et en fait, une fois que t'es au-dessus, t'es en mode peut-être que c'est plus judicieux que je saute pas, peut-être que je vais me faire mal. En fait, c'est pas réfléchir. Et c'est le mental qui arrive et qui prend le dessus, c'est ton ego qui dit c'est dangereux, on va faire ce qu'on connaît, on va redescendre et on va pas sauter dans l'inconnu, là, ce que tu fais on n'aime pas. C'est un peu comme s'il y avait une personne à l'intérieur de toi qui parlait, c'est genre l'ego, c'est vraiment quelqu'un qui t'empêche de faire ce que tu veux dans la vie, tes rêves et tout, tu vois. Mais moi, vraiment, ma technique à moi, c'était de prendre petit à petit des décisions sans réfléchir. C'est-à-dire que je prends mon billet d'avion, je pense pas que c'est réel, tu vois. Je suis un peu détachée de ce qui se passe, ou je prends mon abonnement à la salle, je suis détachée. Je prends le métro, je suis détachée jusqu'à ce que je me retrouve dans la salle et j'ai pas le choix, tu vois. D'arriver à créer une distance peut-être avec tes peurs ou avec toi-même à ce moment-là pour que, une fois que tu sois devant, j'y suis, je passe maintenant. Pour moi, le problème psychologique de l'occidental par définition qu'il est dirigé par ses pensées et qu'il est jamais dans l'instant. Tu arrives à plus stresser et à plus te mettre dans des états psychologiques, dire putain comment je vais faire à l'étranger, comment je vais faire ça, et à la salle si on me regarde, mais en fait vas-y et tu vas voir que t'as pas ces problèmes là, genre c'est le but exactement de le new age, un peu développement perso. Oui, de la thérapie que j'ai fait, voilà. En vrai le processus que tu décris c'est déconstruire tes croyances limitantes pour les remplacer par des nouvelles actions qui, au bout de certaines actions et répétées, ça va faire des habitudes. Et les habitudes, c'est ce qui dirige ta vie. Ouais, mais tu vois, s'il n'y avait pas toutes ces pensées négatives, etc., la satisfaction serait moins grande quand tu passes l'obstacle. C'est-à-dire que si jamais j'avais pas stressé de prendre l'avion, que ça faisait pas 10 ans que j'en rêvais et que je me bloquais parce que j'avais peur, etc., ma satisfaction à le faire aurait été moins grande. J'aurais quand même kiffé Bali et tout. Imagine, là tu le prends dans le sens, ça aurait... la satisfaction aurait été moins grande, moins intense d'un coup. Mais par contre, tu aurais passé 10 années de moins à se faire du sang d'encre, à te faire du souci, à réfléchir et dans ta tête, à... Ouais, mais pour moi, ça fait partie du truc, je crois. Ah ouais? Je crois que je préfère avoir des downs de fou qui me permettront d'avoir des ups de fou plutôt que d'avoir une sorte de stabilité vraiment un peu boring, un peu neutre. Il y a besoin, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre voie un peu plus paisible, un peu plus harmonieuse et légère que la souffle? En vrai, moi, je crois que je suis très chaotique. Hein. Ouais, mais je pense, je me reconnais un peu dans ce que tu dis, un peu dans les extrêmes, tu vois. Un coup, c'est down de fou, un coup, c'est up. Et puis après c'est up, et tu vois là comme tu dis c'était up d'un coup, quand t'es arrivé après ça redescend doucement et tu reveux cet émerveillement de fou. Peut-être qu'il faut trouver un truc qui n'est pas dans le neutre mais qui est dans autre chose de paisible, tout en sachant qu'on va avoir des épreuves, on va rencontrer des gens pour qui nous fassent comprendre des choses, les gens ils vont venir, ils vont partir, on va peut-être souffrir,
Et est-ce que le but c'est pas justement de arpenter les obstacles et les épreuves de la vie et les expériences avec plus de légèreté, plus d'acceptation, moins d'ego, plus de cœur, tu vois, au final. En vrai, pour moi, la souffrance, elle naît vraiment de l'ego et du mental, c'est-à-dire si tu réfléchissais pas au passé ou au futur, tu souffrirais pas. T'es avec quelqu'un, tu profites de l'instant présent, tu sais pas si ça va durer 2 semaines, 6 mois, 3 ans, si tu vas te marier avec. Si t'as pas de souvenirs ou de prévision dans le futur, d'imagination, t'es juste dans l'instant et c'est en mode c'est comme ça. Et si demain la personne elle dit j'en ai marre, je pars, c'est comme ça. C'est pas alors que là ton ego il va te dire ouais la dernière fois on était en dépression quand on s'est fait quitter et comment tu vas faire sans elle et puis tu te souviens quand vous mangez ensemble là c'était ton restaurant préféré. C'est des trucs tout qui naissent de la pensée au final négative, tu vois, la pensée intrusive. Et ton ego il croit que c'est pour pas souffrir alors que en fait c'est juste encore plus de souffrance. C'est une manière d'essayer de se protéger enfin, d'un truc qui pourrait ne jamais arriver en plus. Qui souvent n'arrive jamais d'ailleurs parce que tu te protèges tellement que tu laisses pas le choix. Voilà, c'est ça. Tu peux pas accepter une relation si t'as la peur de souffrir. Genre tu vas bloquer, tu vas mettre des barrières. Par des gens de notre génération, de défense, ouais c'est ça. La plupart des gens c'est des peurs de l'engagement immenses. C'est des peurs de on est quoi là, on est ci, on est ça, on essaie de mettre des mots alors qu'en vrai pas besoin de mettre de mots sur une relation de 2 semaines où c'est comme c'est genre. Ouais. Enfin, moi je suis d'accord, j'aimerais trop partir du principe on n'est pas obligé de mettre des labels, on n'est pas là de mettre des règles, etc. Mais moi, c'est ma vision du truc, la personne que j'ai en face de moi, on reste deux, tu vois. Non, mais il faut communiquer, c'est sûr. Moi, le nombre de fois où sur mes dernières relations, j'ai essayé d'instaurer ce truc où je veux pas mettre de label, etc., que la personne en face de moi, au final, elle douille. Elle douille. Ouais, enfin, elle souffre, ouais. empathie. Parce qu'elle s'attache ou quoi que ce soit, et en fait, on n'est pas du coup en adéquation. Je sais pas, ce truc de pas vouloir mettre de label, moi j'ai toujours cru que c'était la meilleure manière de gérer nos relations, et au final, quand je l'ai testé, au final, c'est toujours fini mal. Bah, peut-être que c'est l'autre qui a besoin d'évoluer, de souffrir à ce moment-là, et que toi t'es dans la réalité ou t'es dans l'instant présent. Et après là, tu mets des règles, tu parles de communication. Moi je suis pour, je communique énormément quand on est deux, pour dire c'est dans l'instant. Peut-être que là, dans 2 minutes, j'ai envie de te voir, et peut-être que ce soir, en fait, j'ai autre chose qui se présente tout seul, et je vais me faire mon resto tout seul et mon ciné, et il va pas falloir que tu souffres de ça parce que c'est juste mes envies, tu vois, et ça change de fou. Est-ce que toi, du coup, t'as déjà réussi à avoir une relation sur du plus ou moins long terme où il n'y avait pas de label, où il n'y avait pas de... Bah là, la personne que j'ai rejoint ici à Bali, en vrai, c'était plus basé sur la communication, tu vois. Il n'y avait pas de terme de couple ou d'engagement. On savait que les deux, on est des voyageurs un peu solo et tout. Ouais. On a essayé à deux. En fait, après, c'est des trucs logiques. Si tu vois que t'es tellement connecté, t'es tellement avec la personne, que ça se passe tellement bien avec elle que je vais pas aller recommencer, faire connaissance avec une autre meuf et tout. Si ça doit se faire, ça se fera. Tu sais, la vie, elle fera, genre par le biais d'une soirée ou d'une rencontre, ce sera fluide. Et je vais pas aller chercher ailleurs ou séduire ailleurs. Et du coup, bah, c'est logique qu'on est un peu exclusif. Là, si elle m'avait dit qu'elle avait rencontré quelqu'un à Bali et qu'elle faisait sa route avec lui, ça aurait été ok, genre. Dans ce genre de relation-là, faut juste savoir mettre son ego aussi de côté de fou. Clairement. Il faut accepter que si la personne ne veut pas te voir ce soir, c'est peut-être pas parce qu'elle a un problème avec toi et c'est peut-être pas toi le problème, etc. Moi, ça, j'ai beaucoup de mal. Comme le truc de la sexualité, on avait dit si t'es trop attiré par un mec, vous commencez à passer le cap et d'un coup il te dit non, j'ai plus envie, c'est pas du tout contre toi, tu sais, genre. Mais raisonner, irraisonner, encore une fois. Ouais, c'est ça. Genre, je le sais, mais moi, mon ego va me dire ouais, c'est moi le problème. Tu penses que dans une relation homme-femme, ou enfin bref, relation situationship, genre, est-ce que tu penses que tout le monde est égaux? Ou genre il y a un truc où il y en a un qui a toujours plus le contrôle sur la relation? Je pense qu'il y aura toujours un peu des choses à comprendre d'un côté comme de l'autre pour évoluer. Et que là t'es en train de voir, ah ouais, il est contrôlant comme ça, il me laisse pas d'espace. Mais c'est parce que moi, si je le vois chez lui, c'est qu'il est chez moi, tu vois. L'ego, c'est la source des plus grands conflits dans tous les couples mondiaux, c'est l'ego. C'est genre je vais avoir raison, je vais avoir le dernier mot, toi t'as fait ci, toi tu me fais ça. À quel moment on se remet en question? Et c'est dur, hein. Et c'est la prochaine fois que tu t'envoies quelqu'un, t'es en mode si c'était pas moi le fautif, et si ce que je juge chez toi c'est exactement ce que je refoule chez moi, tu vois. C'est tellement mon plus gros problème, ça, d'avoir un ego. Tout le monde en vrai. Mais moi je me rends compte que dans mes réactions, pas le seul problème que j'ai, mais vraiment ce qui peut mettre fin à mes relations ou ce qui peut engendrer des problèmes, c'est mon ego. Ou l'ego de l'autre, mais c'est vraiment juste une question d'ego, quoi. C'est ça. Si tu communiques, moi j'expérimente pas mal maintenant que j'en prends conscience. Si tu communiques et que t'es en mode vas-y, je mets mon ego de côté, la personne elle est en colère ou elle me tacle, et souvent en plus tu vas mettre ton ego de côté, elle va continuer de t'assaillir et de dire que c'est ta faute et tout. Et dire ok, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger les choses? Parce que quand t'es dans l'ego, il y a rien qui s'arrange, il y a pas de solution. C'est genre toi t'as fait ci, mais non toi t'as fait ça, mais toi de toute façon t'es toujours comme ça. Moi ce qu'on fait dans ma famille c'est beaucoup plus quel est ton besoin, tu vois. Okay. Si t'arrives et que ça s'embrouille, c'est en mode ok, c'est quoi ton besoin? Ouais. Moi ça arrive une fois avec ma mère, je rentre de voyage, je rentre de 4 mois à la Réunion, elle est vite fait au hôtel, moi je m'attendais à un gros câlin, une accolade, tu vois. Elle est au hôtel,
appelle et c'est en mode attends, je suis avec mon cousin au tel. Et je suis en mode waouh, c'est hyper violent. Moi je m'attendais, j'ai pleuré dans le train pour venir et tout, tu vois. Et du coup à ce moment-là, ça s'embrouille parce que bah mon ego c'est en mode casse les couilles, tu vois. Ouais. Et je souffre. Du coup c'est en mode ok, quel est ton besoin? Bah mon besoin c'est que ma mère elle m'apporte de l'amour et qu'on se retrouve et que je sois reconnu comme son fils à ce moment-là. Après ça peut être dur aussi de savoir toi-même quel est ton besoin. Au fond, genre De ouf. qu'est-ce que ta réaction cache Parce qu'on n'a jamais appris ça. Ouais, bah oui. On n'a clairement jamais appris à vivre avec qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie. Et nous, on a un petit jeu de cartes, c'est un jeu des émotions. Quand c'est vraiment critique, tu vois, quand il y a des situations où ça parle pas, où c'est bloqué, ça sort le jeu de cartes, il y a l'émotion, il y a fatigué, enfin, il y a toutes les émotions que tu veux en fait. Il y a même des trucs, des fois, tu vois l'émotion et elle monte parce qu'elle était tellement refoulée, tu savais même pas qu'il y avait un mot sur. Il y a une différence entre tristesse, Nostalgie. ouais, des trucs comme ça, du coup t'es en mode ah ouais, je ressens cette émotion là. L'émotion elle monte et puis là elle sort et du coup le but c'est de la vivre et de l'accepter et puis du coup tu dis pourquoi tu vis cette émotion. Le truc qu'on fait nous c'est qu'est-ce que je ressens et quel est mon besoin. Ça veut dire est-ce que je ressens la division et j'ai besoin d'être réunis. Donc mon besoin c'est un câlin ou mon besoin c'est qu'on mange ensemble ce soir. Du coup bah en fait une fois que tu as ressenti besoin et que l'autre il l'accepte, bah c'est bon. Ça solutionne tous les problèmes et tous les conflits mondiaux. Ok. Est-ce que c'est pas genre la conclusion de cette vidéo? C'est un peu la conclusion de Parce que cette là, vidéo. Ça, il fait bien nuit. bien 1h20 de vidéo. Oh le montage. Le montage ça va être très très Déjà fun. tu vas devoir écouter ça